Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce plateau en direct de la Gazette des Communes. Aujourd'hui, nous allons parler logement et plus particulièrement de logement intermédiaire. Nous allons voir justement comment il peut être pour les collectivités un levier d'attractivité, de mixité, de fidélisation, mais aussi voir comment il peut aider à avancer sur cette problématique d'accès au logement, notamment dans les grosses agglomérations. Pour en parler, nous accueillons donc Jérôme Farco. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes directeur interrégional sud-ouest de CDC Habitat. C'est exact. Et Clément Lecuivre, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes directeur général de CDC Habitat. Alors ce webinaire va se dérouler en plusieurs parties. Dans un premier temps, nous allons faire un point sur le contexte et voir quels sont les enjeux qui en émanent avant de s'intéresser effectivement de très près à cette question du logement locatif intermédiaire et voir comment il peut aider les collectivités à rendre accessible le logement pour des populations clés, comme les fonctionnaires, les enseignants, des gens des forces de l'ordre, le personnel soignant, etc. Pour illustrer ce sujet, nous aurons le témoignage de deux personnes qui viendront en duplex. Donc la première, Cécile Zamit-Popescu, donc qui est maire de Melan en Yvelines, présidente de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et conseillère départementale des Yvelines. Et nous aurons aussi le témoignage de Yann Bubien qui est directeur général du CHU de Bordeaux. Voilà. Et nous terminerons bien sûr par un rapide coup d'œil sur les enjeux de demain. Je vous rappelle que si vous voulez nous poser des questions, nous tenterons d'y répondre en direct tout le long. Si nous avons la réponse, bien entendu. Si on ne l'a pas tout de suite, eh bien écoutez, on la cherchera et on vous la donnera plus tard. Alors, on va démarrer avec vous, Clément Lecuivre. Comme je disais, avant de rentrer dans le vif du sujet sur ce logement locatif intermédiaire, quel est le contexte ? Je crois que la principale difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas assez de logements abordables dans les zones tendues, c'est-à-dire dans les bassins d'emploi dynamiques. Du côté de l'offre, c'est compliqué de construire davantage de logements. Pourquoi ? Parce que le foncier est devenu rare, donc cher. L'inflation a aussi porté sur les coûts de construction et donc d'une certaine manière aujourd'hui on peut dire que la construction de logements neufs est en panne. Et puis du côté des ménages, l'inflation et l'augmentation des taux d'intérêt rend l'accession à la propriété aussi plus compliquée. Notamment pour les personnes qui aujourd'hui ne sont pas propriétaires déjà de leur résidence principale, ce qu'on appelle les primo-accédants. Donc pour l'accession à la propriété, c'est compliqué. Et puis s'agissant du parc locatif, bien évidemment, l'inflation, le manque d'offres accentue aussi la pression sur les loyers. Merci Clément Lecuivre. Jérôme Farco, du coup, les conséquences directes de tout ça ? Ce qu'on constate, c'est que dans nos métropoles, dans les zones tendues, de plus en plus de ménages qui ont pourtant des revenus réguliers ont du mal à trouver un logement à une distance raisonnable de leur lieu de travail. Ce qui pose aussi un problème d'attractivité pour les grands employeurs, les collectivités, les CHU, pour attirer de jeunes salariés dont ils ont besoin. Ça amène vraiment une difficulté de trouver ce premier logement ou un logement qui permet de répondre à une annonce pour un emploi. Et parmi ces couples et ces foyers qui ont du mal à se trouver, eh bien, on trouve beaucoup de travailleurs clés, ceux que vous avez cités, les fonctionnaires, les gens de la fonction publique, les salariés de CHU, les pompiers, tous ces enseignants, finalement tout ce personnel qui fait vivre la ville et qui se retrouve obligé de vivre à des dizaines de kilomètres plus loin. Quels sont pour les collectivités les enjeux qui émanent de ce contexte, en tout cas de cette problématique, parce qu'il faut réussir à résoudre tout ça. Je crois qu'en fait, c'est assez simple à formuler. Il faut construire plus, il faut construire au bon endroit, et il faut construire au bon prix. Alors construire plus, ça va de soi, on l'a déjà dit, pour répondre à une demande qui aujourd'hui s'exprime et qui n'est pas satisfaite de la part des ménages. Construire au bon endroit, c'est fondamental aussi parce que les besoins ne sont pas les mêmes dans l'ensemble des territoires. Et donc il faut absolument que les constructions nouvelles soient faites sur les territoires qui en ont besoin, là où les ménages ont le plus de mal à se loger. Alors on se dit oui, effectivement, c'est évident, au bon endroit, il faut réfléchir, après vous dites au bon prix, c'est là que ça se complique. Et c'est là que ça se complique. Et là, il faut trouver le moyen, absolument, que ce patrimoine soit abordable, c'est-à-dire qu'on permette de donner des niveaux de loyer, on donne des niveaux de loyer qui soient compatibles avec les ressources des ménages.
Merci Clément. Jérôme, peut-être une anecdote à nous partager? Alors la première qui me vient, là, que je pourrais vous raconter, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une mairie importante, d'une métropole importante en France, dans ma région, dans le sud-ouest, et j'avais face à moi 2 techniciennes. L'une qui était plutôt urba, réglementation, loi SRU, et l'autre qui était plutôt chargée de trouver des solutions logement pour les gens qui viennent voir le maire et qui cherchent une solution logement pour eux, pour leur fils, que sais-je. Et donc on parle du logement social, et là on est tous d'accord pour dire que le logement social, c'est un modèle qui est connu, compris par toutes les collectivités, et dont on a tous conscience de la nécessité absolue qu'elle soit présente dans nos villes. Ça, là-dessus, il n'y a pas de sujet. Et puis à un moment, on commence à parler du logement intermédiaire, et assez vite, la technicienne plutôt branchée urbain, loi SRU, me dit « Ça, monsieur Farco, je suis désolé, mais c'est pas notre sujet, nous on a un peu de retard sur la loi SRU, on veut vraiment être sur ce sujet-là. » Et là, sa collègue me dit « Mais attendez, moi ça m'intéresse, monsieur Farco, pourriez m'en dire un peu plus ?» Alors ça, sa collègue branchée urbain lui dit « Mais pourquoi ça t'intéresse ?» Elle lui dit « Mais parce qu'aujourd'hui, je n'arrive plus à loger les policiers municipaux. Parce que les policiers municipaux... Et il me faut une solution. Les policiers municipaux, ils ne sont pas prioritaires pour le logement social, et puis c'est pas forcément la bonne solution pour eux de par leur fonction, mais moyennant quoi, il faut les loger. Et les loger, les laisser se loger seuls dans le privé, c'est les mettre en risque en termes de revenus. C'est les mettre en précarité. Donc il faut trouver une solution. Donc là, on est typiquement dans le sujet qui nous intéresse, nous, les travailleurs clés, ces gens qui sont absolument indispensables pour faire tourner nos villes et nos métropoles. En tout cas, ce qu'on peut souligner dans votre anecdote, c'est que le logement locatif intermédiaire est une solution, en tout cas, mais visiblement assez méconnue, puisque il faut encore donner quelques informations. Ben, ça tombe bien, parce qu'on est là pour ça. Alors, Clément, je vous redonne tout de suite la parole. Est-ce qu'on peut donner une définition et illustrer un petit peu ce que c'est le logement locatif intermédiaire? On peut donner une définition très simple. Le logement intermédiaire, c'est le segment qui fait le lien entre le logement social et le logement libre. Les logements intermédiaires sont des logements locatifs, neufs, qui ont des loyers de 10 à 15% inférieurs aux loyers de marché. Je crois qu'on voit d'ailleurs une illustration à l'écran. Vous voyez que sur l'ensemble de la France métropolitaine, en moyenne, pour un logement de 3 pièces, ça représente un loyer d'un peu moins de 700 euros, 699 euros. Dans la région de Jérôme, hein, la plaque sud-ouest, pour un 3 pièces, on arrive en loyer intermédiaire à moins de 600 euros. Et vous avez pour chacune des typologies, hein, du T1 jusqu'au T5, des données de loyer. Un T5 par exemple, 100 mètres carrés pour une grande famille, un grand ménage, c'est 1000 euros par mois en moyenne, et 100 euros de moins encore, 920 euros dans la région sud-ouest. Donc des loyers qui sont intermédiaires, d'où le nom logement intermédiaire entre le parc social et le parc libre. Alors on est au-dessus de ce que je vois, je ne suis pas expert non plus du sujet, on est au-dessus du parc social, mais on n'est pas non plus très au-dessus. On s'est quand même éloigné plus du libre, voilà, où là, pour 100 mètres carrés, ça peut aller facile dans certaines zones tendues à 2000 euros. Voire 2500 euros dans les régions les plus tendues. Et ces logements intermédiaires sont des logements qui sont réservés à des personnes qui respectent des plafonds de ressources, mais qui sont pas forcément éligibles au logement social. Donc, c'est des plafonds de ressources qui sont supérieurs. Qui sont entre les deux, ils sont perdus. Exactement. Donc, là aussi, les plafonds de ressources sont intermédiaires, les loyers sont intermédiaires, et les plafonds de ressources sont intermédiaires entre le logement social et le logement libre. Et puis enfin, la loi impose pour le logement intermédiaire qu'il soit construit dans des zones, je disais construire au bon endroit tout à l'heure, dans des zones où le marché locatif est tendu. C'est-à-dire ce qu'on appelle de manière un peu technique les communes classées en B1, A et A bis, celles où la demande est la plus forte et où le marché est le plus tendu. Alors ces logements sont des logements neufs exclusivement. On les voit d'ailleurs là actuellement. Exactement, et ça veut dire qu'ils s'intègrent dans des programmes finalement très classiques où on va trouver du logement social parfois, même très souvent, du logement libre à l'accession, du logement libre locatif, et ces logements neufs, ils répondent aujourd'hui à la réglementation la plus récente, donc ils ont une qualité et un standard de qualité tout à fait satisfaisant. En particulier, ils sont aux meilleures normes en matière de performance environnementale puisqu'ils respectent les normes les plus récentes.
D'ailleurs, c'est les quelques images qu'on voit, si on peut revenir sur la diapo précédente, les images qu'on voit voilà, montrent que à la fois la qualité architecturale du bâti et puis les finitions intérieures sont tout à fait satisfaisantes et elles correspondent à des logements. Oui, on est loin des grandes barres construites dans les années 30. Hein. Là, on sent qu'il y a eu du progrès et puis même en termes de hauteur, voilà, c'est sévère, c'est envie. On est au meilleur standard de la construction actuelle. Alors, vous parliez des zones tendues, Clément. Est-ce que je crois que vous êtes venu avec une carte quand même pour nous montrer un petit peu, même si on les connaît à peu près? On l'a vu furtivement, elle réapparaît à l'écran. Je vous le disais tout à l'heure, hein, le logement intermédiaire est réservé aux zones tendues. On le voit bien sur la carte. La production de logements intermédiaires et les communes éligibles, elles sont concentrées dans les grandes agglomérations, donc évidemment l'Île-de-France, la métropole de Marseille-Aix, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, je ne vais pas toutes les citer. On voit un petit peu Biarritz aussi en bas à gauche, là où c'est très compliqué. Et avec des géographies particulières, comme vous l'indiquez. Biarritz dans le sud-ouest, Jérôme pourra peut-être en dire un mot. Et aussi le franco-genevois. Évidemment, ce bassin d'emploi transfrontalier, avec des travailleurs, des ménages qui habitent en France et qui traversent la frontière tous les jours pour aller travailler en Suisse. Alors, on parle de logements locatifs intermédiaires. Il y a locatif dans son appellation. Est-ce que c'est des logements qui sont définitivement locatifs? Non, ils ne sont pas définitivement locatifs. Ils sont locatifs au moment où on les construit, au moment où on les met en location. Mais ils peuvent être cédés après quelques années. Et d'ailleurs, en cela, ils constituent une très bonne formule d'accession à la propriété aussi, puisque ils pourront être cédés notamment aux locataires, qui, s'ils le souhaitent, bénéficieront d'un droit de priorité pour l'acquisition des logements qu'ils occupent. Donc en cela, c'est de la location, mais c'est aussi derrière un produit d'accession et donc la possibilité pour des ménages d'accéder à la propriété. Bon, ça coche beaucoup de cases quand même, ce produit. Et alors, vous parliez tout à l'heure en tout cas de critères ou je ne sais plus comment vous l'avez formulé, mais qu'il fallait que les publics remplissent certaines conditions. Des plafonds de ressources. Voilà, des plafonds de ressources, c'était ça. Voilà. Alors, quel est le public qui est concerné, Clément Lecuivre? Alors, en résumé, si on voulait synthétiser, le logement intermédiaire s'adresse à tous les ménages qui constituent la classe moyenne. Et donc qui respectent ces plafonds de ressources, encore une fois, intermédiaires entre le logement social et le logement libre. Si on regarde des données chiffrées un peu plus précises, en pratique, vous voyez que les ressources mensuelles moyennes des ménages qui sont logés sur la France métropolitaine représentent 3 185 € par mois. Et cette moyenne, elle recouvre une diversité géographique et une diversité de situations des ménages. Évidemment, elle ne rend pas compte de cette diversité. Vous voyez, à titre d'exemple, que dans la région sud-ouest, les ressources moyennes annuelles des ménages qui sont logés en logement intermédiaire, c'est 2 473 €. Ce qui est important, c'est de regarder le chiffre qui est à côté. Ce qu'on appelle le taux d'effort, c'est quoi? C'est le rapport entre le loyer payé et les ressources des ménages. Et quelle que soit la région, ce taux d'effort, il va se situer entre 20 et 25%. Ça veut dire que qu'on soit en Île-de-France, qu'on soit en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qu'on soit près de Bordeaux, qu'on soit dans le franco-genevois, le logement intermédiaire permet permet des loyers qui représentent environ 23 à 25% des logements de ménage, ce qui est inférieur naturellement au tiers qu'on retient souvent comme référence. Et vous voyez aussi que les situations des locataires sont très variées. Hein. Vous avez majoritairement des ouvriers et des employés, hein, un peu plus de la moitié, mais vous avez aussi des cadres, des professions intermédiaires, vous avez des salariés du privé, vous avez des agents publics, et donc vous avez une France très diverse qui peut être logée dans les logements intermédiaires. Oui, effectivement, on voit bien hein, toutes ces professions, fonctionnaires, ingénieurs, administratifs, responsables. J'avais oublié les militaires aussi dans les fonctions clés. Jérôme Farco, on parle aussi de couples qui décohabitent. Alors, ce qu'on a beaucoup en région sud-ouest, c'est Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. Hein. Sud-ouest, c'est l'appellation un peu parisienne. Hein. Localement, on dit plutôt Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Ce qu'on a beaucoup en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine, c'est d'abord des jeunes qui démarrent dans la vie. Vous êtes comptable, vous êtes infirmier ou infirmière, vous allez gagner entre 1 500 et 2 000 € par mois. Où est-ce que vous vous logez? Un logement dans le privé à 14-15 €, vous allez vite
être à 700 euros le logement. Quand vous en gagnez entre 1500 et 2000, ça commence à être compliqué. Donc le logement intermédiaire est vraiment une très bonne réponse pour tous ces jeunes, et on voit qu'on a sur Bordeaux, Toulouse ou Montpellier entre 35 et 40% de nos logements intermédiaires qui sont occupés par des moins de 30 ans, ceux qui démarrent dans la vie, ceux à qui il faut permettre d'accéder à un logement pour pouvoir être employé ensuite dans la fonction publique, entre autres. Donc ça, c'est important. Et puis, notre comptable et notre infirmière, ils vont peut-être se rencontrer, et puis ils vont faire leur vie, et puis ils vont s'en aller. Parce que le logement intermédiaire est un logement où on a un taux de rotation qui est le double du logement social. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'en moyenne, dans le logement intermédiaire, on reste 5 ans, alors que dans le logement social, c'est plutôt 10-12 ans. Et dans les secteurs les plus tendus, tels qu'en région parisienne, ça va même être 15 ou 20 ans. Donc le logement intermédiaire, c'est aussi cette fonction de dynamiser la ville et de dynamiser le logement. Donc mon comptable et mon infirmière, ils vont faire leur vie, ils vont à deux, ils vont avoir les moyens, soit d'acheter un appart, soit d'aller louer une maison un peu plus loin. Enfin, ils vont faire leur vie. Et puis, arrivé à 40-45 ans, on sait qu'un couple sur deux décide de se séparer. Donc là, qu'est-ce qui se passe à 40-45 ans? Je me sépare, mais j'ai besoin d'un logement un peu plus grand que quand j'ai démarré, parce que, a priori, il y a une chance que j'ai fait 1 ou 2 enfants avec la personne que j'ai rencontrée. Et donc, d'un logement, il va en falloir 2. Et là, à nouveau, il faut que je retrouve un loyer compatible avec mon salaire de comptable ou d'infirmier un peu plus ancien. Donc là, je vais être plutôt à 2500 euros de revenus, mais il va falloir que je retrouve un loyer compatible et un logement un peu plus grand que celui que j'avais en démarrant de ma vie. Donc là encore, on retrouve aussi, dans le public que l'on loge, pas mal de ces couples qui ont décohabité. Voilà, en gros, c'est rapide comme description, mais c'est en gros un logement qui va servir à différents moments de la vie, pendant 3, 4, 5 ans, à des moments où on a besoin d'une solution logement compatible avec mon lieu de travail et avec mes revenus. Alors on disait tout à l'heure qu'il était entre le logement social et le logement libre. Le logement social, on sait que contrairement au logement libre, il passe par une commission, en tout cas, que les dossiers sont étudiés, etc. Comment ça se passe pour le logement intermédiaire? Alors pour le logement intermédiaire, on a beaucoup plus de liberté. La contrainte, Clément en a parlé, c'est celle de revenus des locataires, qui est celle du Pinel. Donc je suis sûr que ceux qui nous écoutent ont dans leur région des programmes en défiscalisation, c'est les mêmes niveaux de revenus. Donc on touche beaucoup de monde. Par contre, l'intérêt, c'est qu'on n'a pas de réservataire, comme on peut l'avoir dans le logement social. Donc il n'y a pas de logement réservé pour l'État, réservé pour Action Logement, réservé pour un garant d'emprunt, parce que les collectivités n'ont pas à garantir les emprunts non plus. Donc pas de commission? Donc on n'a pas de garant. Donc on n'a pas de réservataire. Donc ça veut dire que nous, CDC Habitat, on dispose de 100% des logements. Donc quand on construit en lien avec une collectivité, on peut décider avec la collectivité vers qui on va prioriser ces logements. Et on a une commission d'attribution, mais qui est une commission très simple, qui n'est pas réglementée dans le sens logement social, donc où on peut beaucoup plus facilement... C'est une commission du bon sens. Exactement. Je reprendrai le terme. C'est cadeau. C'est une commission du bon sens où on va, en lien avec les élus qui le souhaitent, organiser le peuplement de la résidence. D'accord. Alors, une question qui nous est posée par une ou un internaute sur l'obligation de durée de location minimale avant la possibilité de vendre le logement, aux locataires notamment, car dans les zones tendues, cela pourrait contribuer à la spéculation foncière. Alors, la durée, c'est de 10 ans. C'est très simple, les investisseurs ont l'obligation de conserver la totalité du patrimoine pendant 10 ans et peuvent ensuite le céder de manière progressive pendant une durée minimum de 20 ans. Donc voilà la réponse. Bon, voilà, une réponse claire et précise. Merci beaucoup Clément. Je vais maintenant me tourner vers Cécile Zamit-Popescu, qui, je le rappelle, est maire de Meulan en Yvelines, présidente de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et conseillère départementale des Yvelines. Madame le Président, bonjour. Petite question donc sur la question du logement locatif. Est-ce que vous pouvez nous partager votre petit retour d'expérience et peut-être commencer par nous dire quels étaient les enjeux pour vous?
Alors, nous, on est un territoire qui est très intéressant pour ce dispositif. On est donc une communauté urbaine qui est jeune, qui existe depuis 2016, issue de la fusion de 6 anciens EPCI. On exerce la compétence habitat. On a, dès 2018, mis en place un premier PLHI. On en a un second qui est lancé. Donc, notre territoire, c'est celui de la vallée de la Seine, hein, axe stratégique Paris-Rouen-Le Havre. Il regroupe 73 communes et 420 000 habitants. On est le seul territoire encore un peu industriel d'Île-de-France, hein, avec des grosses entreprises, des grands comptes, hein, aéronautiques, automobiles, factures instrumentales. Et on est un territoire très diversifié, avec des grandes villes, avec un quart de nos habitants qui vivent en quartier politique de la ville, mais aussi avec 53 communes rurales. Donc des grandes diversités socio-économiques. Et ce logement intermédiaire, du coup, sur ce territoire, avec toutes ces diversités, eh ben, est un levier à la fois d'attractivité, de mixité, de fidélisation, donc qui répond totalement à vos 3 questions. Donc dans notre premier PLHI, on avait un objectif de 2% de construction par an de logements intermédiaires. Or, on a atteint en 2022 10% de nos constructions annuelles. Ça représente 314 logements. Donc, un succès de ce produit. Alors, succès qu'on explique par le fait qu'on a un portage avec des partenaires de confiance, comme CDC Habitat, bien sûr. Succès qu'on explique aussi, il faut se parler franchement, par la suppression de l'exonération de taxes foncières pour ce logement intermédiaire, parce que le grand problème des élus aujourd'hui dans le développement de l'immobilier dans leur commune, ben, c'est bien sûr les dépenses induites par l'accueil de nouvelles populations. Et si on n'a pas de recettes supplémentaires en face, ça rend très très difficile ce développement immobilier. Et c'est un produit qui répond vraiment aux attentes de nos habitants, aux besoins de nos habitants, aux souhaits des élus. En termes d'attractivité, vos intervenants sur le plateau l'ont souligné, hein, c'est vraiment une offre de logement qui s'adapte aussi à l'offre d'emploi locale. Vous avez parlé des fonctionnaires hospitaliers. On a 3 hôpitaux, nous, sur le territoire de la communauté urbaine, qui s'adaptent bien sûr aux besoins des jeunes actifs. Mais aussi, en termes d'attractivité, ben, c'est la possibilité d'offrir du logement neuf dans des centres-villes parfois dégradés, avec de l'habitat ancien, insalubre. C'est le cas dans plusieurs de nos communes qui sont dans le dispositif Action Cœur de Ville et Petite Ville de demain. Donc sur notre territoire, ça concerne Mantes-la-Jolie, Limay, Les Mureaux, Meulan, Poissy, Rosny, Épône et Mézières. Donc voilà, ça permet d'avoir cette offre de logement neuf là où on a de l'habitat ancien et insalubre. En termes de mixité, c'est un vrai enjeu également pour nous sur ce territoire de la communauté urbaine, parce que on a des communes, hein, je vous l'ai dit, un quart de la population en politique de la ville, on a des communes pauvres avec plus de 40% de logements sociaux. Donc ce produit-là, ça permet d'apporter quand même une mixité dans ces communes les plus pauvres, et de la même manière dans des communes beaucoup plus riches, parce qu'on a des gros écarts socio-économiques sur ce territoire. Et ça permet aussi d'apporter cette mixité et peut-être de permettre aux jeunes d'être logés dans ces communes un peu plus riches. Et en termes de fidélisation, c'est indispensable pour justement garder nos jeunes sur le territoire, et notamment en ruralité, puisque du LLI dans des communes moyennes, des bourgs de centralité avec des villages autour, ça va permettre à des jeunes d'accéder à un logement à proximité du village où ils ont grandi et où habitent encore leurs parents, et dans lesquels ils ne peuvent pas se loger. Voilà essentiellement ce que je souhaitais dire sur ce territoire. Moi, à l'échelle de ma commune, hein, j'ai une petite commune, je suis maire d'une petite commune, hein, de 9000 habitants, qui est située donc face aux Mureaux, de l'autre côté de la Seine. Nous sommes dans le programme donc Action Cœur de Ville, et on a ce rôle un peu de centralité de ville-bourg avec de la ruralité autour. Et chez nous, c'est un produit qui a très bien fonctionné, puisque on a 100 logements en LLI qui sont soit terminés, soit en chantier, et 45 qui sont programmés sous une temporalité courte.
Vous parliez des muraux, les muraux qui, si je dis pas de bêtises, vont abriter la construction de la prochaine fusée Ariane 6. Bah, c'est déjà le cas, oui, ils ont le hangar est là pour cette construction d'Ariane 6, oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Madame le Président, pour ce témoignage. On reviendra vers vous dans quelques instants, peut-être pour vous demander un petit peu deux, trois conseils. Je vais Jérôme, peut-être vous posez la question, vous, sur la question de voilà sur la possibilité de signer des conventions avec les collectivités ou avec des établissements. Comment est-ce que ça fonctionne, ça? Alors, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure en parlant des commissions d'attribution. On voit que le LLI est un espace de liberté. Donc, ça veut dire qu'on peut vraiment réfléchir avec les collectivités sur ce que l'on veut en faire ensemble. Et donc, on a une vraie liberté aussi pour signer des partenariats avec des grands employeurs, avec des collectivités, et évidemment avec des CHU, qui sont souvent des très gros employeurs là où ils sont implantés. Et donc, effectivement, eux qui sont des très gros employeurs d'agents administratifs, d'infirmiers, de personnel soignant, eux sont souvent intéressés pour signer des partenariats avec nous, et ça permet de prioriser nos logements vers ce type de salariés. Alors c'est le cas donc du CHU de Bordeaux. Exactement. Voilà. Alors normalement, Yann Bubien, qui en est le directeur général du CHU de Bordeaux, devrait être avec nous. Est-ce que vous êtes là, Yann Bubien? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Donc, comme je le disais, vous, est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu votre retour d'expérience sur ce partenariat justement avec CDC Habitat sur le logement intermédiaire? Ouais, d'abord, c'est un très beau partenariat que nous avons signé avec CDC Habitat, qui marche extrêmement bien et qui s'est répandu dans tout le CHU. Juste, le CHU, c'est 15 000 personnes qui y travaillent. 15 000 personnes, une majorité de catégorie A, et donc évidemment, pas d'accès ou peu d'accès pour la plupart d'entre eux aux logements sociaux, et donc le logement intermédiaire est particulièrement important pour nous. On a signé cette très belle convention en 2018, on l'a renouvelée, ça marche extrêmement bien, on a 150 personnes qui sont logées par CDC Habitat, principalement dans du logement intermédiaire, c'est les trois quarts qui sont dans du logement intermédiaire et le tiers et le dernier quart dans du logement social. Voilà. Et moi, je me félicite de ces excellentes relations que nous avons et du travail, parce que le personnel hospitalier, vous le savez, il faut qu'il soit à proximité de l'établissement, il faut qu'il soit bien logé, il faut qu'il soit dans des conditions de vie qui soient bonnes pour pouvoir travailler auprès de la population, auprès des patients. Et aujourd'hui, dans une ville comme Bordeaux, dans une métropole bordelaise, les logements sont devenus chers. On voit qu'on a fait des études d'où viennent et où travaillent, où habitent nos salariés, et on se rend compte qu'ils habitent de plus en plus loin. Et donc, il faut absolument inverser la tendance, parce que dans l'urgence quand on a besoin de personnes en urgence, qu'on a besoin de les rappeler, qu'il y a des gardes, des astreintes, eh bien évidemment la proximité, elle joue beaucoup. Et on a trouvé dans ce logement intermédiaire à la fois des logements de qualité, des logements qui plaisent à nos agents. Ça a du succès, et j'espère qu'on va pouvoir développer encore plus ce partenariat. C'est sûr que quand il y a des vies qui sont en jeu, c'est très compliqué de savoir que le personnel soignant est à des dizaines de kilomètres pour se rendre au bloc opératoire. Donc effectivement, là, il y a un enjeu qui est très important. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une problématique liée, le corollaire de tout ça peut-être, Yann Bubien, de recrutement pour vous dire, du coup, voilà, on sait que si on veut embaucher, les gens seront obligés d'habiter à 30 km, 40 km, donc on n'arrive pas à embaucher. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est tout à fait le cas. On a un problème général dans les établissements de santé aujourd'hui en France, et d'ailleurs partout en Europe et dans le monde, on a les mêmes difficultés d'attractivité et de fidélisation de nos personnels de santé. Très clairement, le logement, c'est numéro un sur le sujet. D'abord, plus on habite loin, plus on va chercher un poste, se rapprocher de son logement et de son travail, et donc on va avoir tendance à quitter l'établissement et aller vers un autre qui sera forcément plus près.
Et aujourd'hui, c'est en termes d'attractivité, pouvoir dire à des personnels qu'on va recruter, qu'on leur propose éventuellement d'entrer dans un dispositif CDC Habitat, eh ben, c'est du gagnant-gagnant. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Yann Bubien pour ce témoignage, en tout cas pour d'avoir pris le temps de nous rapporter toutes ces informations très très intéressantes. Une question que je vais vous poser, Clément Lecuivre, combien est-ce que ça coûte aux collectivités de ce programme de logement locatif intermédiaire? Alors la réponse est très simple, ça ne coûte rien aux collectivités locales. Bon. Il n'y a pas de subvention. Il n'y a pas de garantie de prêt, il n'y a pas de prêt, il n'y a pas de garantie de prêt, il n'y a pas d'exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties. Alors pour être tout à fait exact, il y avait jusqu'à une période récente, jusqu'à 2 ans, une exonération de TFPB, une exonération de taxes foncières, donc qui était à la charge des collectivités. Depuis 2 ans, et donc sur les programmes les plus récents, cette exonération, elle a été supprimée, donc il n'y a plus de charge pour les collectivités locales à construire du logement locatif intermédiaire. Et alors, du coup, quel est le modèle économique, Clément? Alors, le logement locatif intermédiaire est réservé aux investisseurs institutionnels, comme CDC Habitat. C'est d'ailleurs un des cœurs de métier de CDC Habitat. Nous investissons pour notre propre compte, et puis nous investissons aussi pour d'autres investisseurs institutionnels qui nous confient des mandats, et donc nous investissons pour leur compte. Et ces investissements, ils bénéficient de 2 avantages fiscaux. Le premier, c'est une TVA à taux réduit, à 10%. Et puis le deuxième avantage fiscal, c'est un crédit d'impôt sur les sociétés, qui s'est d'ailleurs substitué à l'exonération de taxes foncières. Et donc c'est le budget de l'État en fait qui apporte l'aide fiscale à la construction de logements intermédiaires. Alors en contrepartie, on l'a déjà dit, nous nous engageons à respecter les plafonds de loyer et évidemment à réserver ces logements aux ménages qui respectent les plafonds de ressources. CDC Habitat aussi assure la gestion locative des logements, c'est-à-dire que nous assurons l'entretien courant, nous assurons la gestion de la relation avec les locataires, et donc c'est une garantie extrêmement forte pour nos locataires parce qu'ils ont en face un propriétaire très solide financièrement, un investisseur institutionnel, et en même temps un professionnel du secteur qui assure la bonne gestion de ce patrimoine. Très bien, merci. Voilà. Alors j'ai 3 questions à vous poser. Peut-on louer un logement locatif intermédiaire à une personne morale type entreprise? Une personne morale, oui. Alors, les logements intermédiaires sont réservés aux personnes physiques, donc c'est vraiment dédié aux ménages. Après, ce qu'a indiqué Jérôme et l'exemple qu'on a avec le CHU de Bordeaux, c'est qu'on peut passer des conventions de partenariat, des conventions de réservation avec des grands employeurs, qu'ils soient des employeurs publics ou des employeurs privés. Et donc, l'objet de ces conventions, c'est de faire en sorte, c'est la commission intelligente, je crois que vous avez dit, la commission du bon sens. Commission du bon sens. C'est que, en fait, on ait la garantie que ces logements intermédiaires, qui sont réservés aux ménages, soient affectés aux personnes qui en ont besoin dans les bassins d'emploi. Concrètement, ce sont les agents hospitaliers du CHU de Bordeaux. Ce sont ces personnes qui vont avoir un accès privilégié aux logements que CDC Habitat a construits et qui ont été identifiés comme étant les plus pertinents pour les agents du CHU. Et pour compléter ce que dit Clément, la loi est en train d'évoluer et nous allons pouvoir demain avoir pouvoir louer à une personne morale qui pourra sous-louer à des salariés, à ceux à qui ils souhaitent sous-louer. Évidemment, il y aura des conventions à signer et il faudra évidemment toujours respecter les règles de revenus sur les salariés ou sur les gens qui seraient en sous-location. Donc ça, c'est en train d'évoluer et on pourra le faire demain. Oui. Donc bon, on répond à la question et en même temps finalement à cette autre question qui demandait si le logement locatif intermédiaire permettait donc d'organiser le peuplement en collaboration avec la mairie concernée pour favoriser la présence d'agents de la fonction publique par exemple. C'est ce que c'est cette commission du bon sens voilà, on va finir par la labelliser. Donc voilà. Le régime TVA, de TVA et de financement, je ne sais pas si... Je l'ai indiqué, mais ouais. Donc je peux y revenir un instant puisque ouais. La question est posée. C'est un taux de TVA à 10%. C'est donc, ça. Dans le logement social, il y a des taux de TVA à 10% et à 5,5% sur les produits les plus sociaux. Le régime normal de TVA, c'est une TVA à 20%. Pour le logement intermédiaire, c'est donc
un taux de TVA intermédiaire aussi, qui est de 10%, donc un avantage de taux de l'ordre de 10%. Merci d'avoir répondu à ces questions. Je vais de nouveau, comme je le disais, Madame le Président, Cécile Zavid-Popescu, de nouveau vous solliciter. Si on devait vous demander de donner un conseil, je disais tout à l'heure peut-être 2-3 conseils, mais on va vous en demander qu'un, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus, mais un conseil, voilà, si vous deviez parler à vos pairs, qu'est-ce que vous diriez par rapport au logement intermédiaire ? Moi, je dirais à mes collègues maires que ça peut être voilà, une forme d'attractivité pour leur commune, que ça ça permettra de préserver la mixité sociale dans leur commune, et ça permettra aussi de fidéliser, de garder les habitants, et notamment les plus jeunes, sur leur commune. Leur dire que on peut être en confiance puisqu'on a des partenaires de confiance, et puis leur rappeler que oui, il n'y a plus d'exonération de taxes foncières, et que donc cette recette de taxes foncières leur permettra d'accueillir ces nouvelles populations. Moi, je mets juste une petite réserve, pas sur le produit lui-même qui, je pense, voilà, est vraiment très très intéressant, et il faut en convaincre tous les maires, qui est sur l'équilibre général par rapport aux autres produits. Bon, ça, c'est plutôt notre rôle, nous, communauté urbaine, de préserver cet équilibre pour pas voir arriver dans ce logement intermédiaire des personnes qui seraient éligibles au logement social et qui n'ont pas trouvé à se loger dans le logement social. C'est ça l'équilibre sur lequel on doit être, je pense, attentif. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à ce webinaire, Madame le Président, et puis on vous souhaite une très bonne continuation. On arrive à la fin de ce rendez-vous, Jérôme et Clément. C'est le moment pour nous, maintenant qu'on a évoqué tout ça, de se tourner un petit peu sur l'avenir et voir tout ce qui se profile, tout ce qui se dessine demain. On va commencer par vous, Jérôme. Alors, ce qui est assez attendu, et le CNR alors n'a pas répondu à toutes les questions que tout le monde se posait, hein, on le sait, mais en tout cas sur le logement intermédiaire, il a été assez précis dans ses réponses, et quelque chose que l'on attend en région, c'est la volonté de faire évoluer le zonage de certaines villes, puisque comme on l'a dit, comme Clément l'a dit, le logement intermédiaire c'est en zone A et B1, qui sont identifiées comme étant les zones les plus tendues, mais aujourd'hui, il y a des villes qui sont classées en B2 et qui connaissent de fortes pressions parce qu'elles sont juste en arrière-pays, Pays Basque, parce qu'elles ont besoin de voir évoluer leur zonage. Et donc, le gouvernement est en phase de réflexion pour passer... Ils ont annoncé 200 villes. Je ne sais pas s'ils iront jusque-là. Ils en ont annoncé une centaine avant l'été. Alors, l'été, on y est. Peut-être que ça va arriver. En tout cas, nous, on le souhaite. Hein, et on encourage la DHUP et d'avancer sur ce sujet-là, parce que on l'a vu tout à l'heure, la carte, hein, les zones en vert sont encore limitées aux grandes métropoles et aux zones de forte tension, comme le Pays Basque, chez nous, le littoral héroltais. Il y a des zones qui méritent que l'on puisse faire du logement intermédiaire, notamment un certain nombre de villes intermédiaires. Alors vous répondez du coup à la question qui était posée sur quid des villes qui ne sont pas situées en zone B1, donc il va y avoir une évolution de cette carte, et autre question, est-ce qu'il existe des dérogations? Est-ce que quand on est en B2 par exemple, on peut dire, bon, exceptionnellement, là nous on a... Non. Alors non, il n'y a pas de régime dérogatoire. Alors ce que l'on fait de manière très exceptionnelle, mais c'est pas notre volonté de le faire de manière forte, c'est qu'on peut aller faire du logement libre finalement, hein, ce n'est plus mais du coup c'est de la TVA 20, du coup on rentre dans du classique, quoi, et c'est pas forcément notre objectif. Donc pour l'instant, non, pas de régime dérogatoire, mais en tout cas une carte qui est vouée à s'étendre et intégrer des zones qui pour l'instant ne rentrent pas dans les grilles dites tendues, mais qui le sont déjà beaucoup. Merci beaucoup Jérôme. Clément Lecuivre, donc pour terminer, le mot de la fin, il est pour vous. Alors, merci. C'est cadeau. On l'a dit tout à l'heure, le contexte est difficile pour la production, particulièrement depuis la fin de l'année dernière. Dans ce contexte compliqué, CDC Habitat, investisseur d'intérêt général, a décidé de lancer un plan de soutien important qui consiste à faire l'acquisition de 17 000 logements sur l'année 2023. Et dans ces 17 000 logements, 12 000 sont des logements intermédiaires.
C'est un effort considérable parce que c'est un plan d'investissement de plus de 3,5 milliards d'euros. Et donc quand je disais tout à l'heure construire plus, c'est l'exemple concret que nous investissons considérablement, de manière très significative, pour développer le logement intermédiaire. On le fait avec l'appui de notre actionnaire, la Caisse des dépôts, qui nous accorde une augmentation de capital pour ce plan de soutien. Et donc c'est la réponse conjoncturelle en 2023 à cette difficulté, c'est d'investir plus. Et puis si on se projette un peu plus loin, ce qu'on souhaiterait faire nous, c'est étendre en fait ce régime du logement locatif intermédiaire à l'ancien. On a vu tout à l'heure, hein, c'est réservé au logement neuf. Et aujourd'hui, le parc locatif comprend un certain nombre de logements qui sont ce qu'on appelle des passoires thermiques. C'est des logements classés en étiquette F et G, dont la consommation en énergie est très importante ou qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Et donc l'idée, ce serait en fait de permettre à des investisseurs institutionnels comme nous de faire l'acquisition de ces logements, de faire rapidement les travaux de réhabilitation qui permettent d'améliorer la performance énergétique de ces logements, et puis de les remettre sur le marché avec des loyers intermédiaires. Donc c'est en cela on considère que c'est cette extension du logement intermédiaire à l'ancien. Là, c'est quand même le moyen de démultiplier le parc. C'est le moyen de le démultiplier, c'est aussi le moyen de préserver aussi ces logements dans le parc locatif, puisque vous savez qu'à une échéance relativement brève, hein, les étiquettes F et G ne pourront plus être louées. Donc ça suppose de faire évoluer le régime du logement intermédiaire tel qu'on le connaît. On a fait des propositions en ce sens et on pousse pour qu'on puisse aller dans cette direction. Très bien, bon, j'imagine que là aussi il y aura des arbitrages à faire avec le logement social pour la réhabilitation, parce que comme le disait donc Madame le Président, il ne faut pas déshabiller l'un pour habiller l'autre, et qu'il y ait du coup des incohérences en tout cas de répartition. Merci beaucoup à tous les deux, Jérôme Farco et Clément Lecuivre. Merci à vous. CDC Habitat. Je vous en prie, avec grand plaisir. Merci donc à nos témoins d'être venus nous partager un petit peu leur expérience. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. On vous rappelle que le webinaire sera disponible d'ici quelques heures en replay sur le site de la Gazette des Communes. À bientôt, au revoir.